Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delobel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 001. Pour cette émission, j'ai la chance de vous présenter mon premier invité, Marco Bernard. Alors, qui est Marco? Pour faire un rapide résumé de son parcours, puisqu'il aura l'occasion lui-même de nous expliquer son cheminement. Marco, donc, a joué au hockey mineur dans la région de Granby pendant de nombreuses années, avant d'évoluer au niveau midget 3A avec les cantonniers de Magog. Par la suite, il a délaissé sa carrière de joueur pour devenir entraîneur, et ce changement de carrière, donc, il l'a mené jusqu'à la LHJMQ. Puis, en 2005, avec d'autres partenaires, il a acquis les frontaliers de Quaticook qui sont devenus les Inuks du Cégep de Granby qui évoluent dans la Ligue junior 3A du Québec. Entrepreneur depuis son tout jeune âge, Marco est l'un des associés de la compagnie familiale Production Extrême à Granby, en plus d'être consultant pour les entreprises qui souhaitent accélérer leur marketing. Il est également podcasteur depuis quelques années où il anime 3 podcasts, l'Académie du podcast, l'Accélérateur et Promo King, en plus d'avoir lancé la première formation francophone sur le podcasting au monde. Alors, sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Alors, comme je l'ai mentionné, je suis actuellement avec mon invité, Marco Bernard. Salut Marco. Salut Amélie, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, bien, merci. Merci beaucoup. Je suis bien heureux en passant d'être ton premier invité. Ça me fait plaisir. En effet, je suis également très heureux que tu le sois aussi. Donc, merci beaucoup d'ailleurs d'avoir accepté ma demande et je vais y aller directement. Alors, pourrais-tu m'expliquer ton parcours de hockeyeur et les raisons de pourquoi tu as décidé de mettre fin à ta carrière après ton passage midget 3, comme je l'avais mentionné en introduction? Ouais, ben en fait, pour être tout à fait exact, j'ai fait un passage au niveau midget 3. À l'époque, c'était l'équivalent du midget première année. Les âges ont changé depuis, mais à l'époque, c'était l'équivalent de midget première année. Et j'ai fait la moitié de la saison jusqu'à Noël. À Noël, j'ai eu, en fait, juste avant le congé des fêtes, j'ai eu une maladie qui a duré pendant presque 2 semaines. J'ai pas pu me présenter aux pratiques pendant le temps des fêtes. J'ai pas pu me présenter aux pratiques du retour non plus. J'ai été alité pendant presque tout le temps des fêtes cette année-là. Puis au final, quand je suis revenu, ben mes services n'étaient plus requis. J'ai rencontré mon entraîneur de l'époque qui était Daniel Bissonnette et puis il m'avait retranché à ce moment-là. Donc j'ai fait un retour avec le midget 2A à ce moment-là pour terminer la saison. Et suite à ça, ben, j'ai terminé mon stage midget en fait ma 2e année midget, si on veut, avec l'équipe 2A ici de la région à Granby. Et puis, par la suite, là, c'est là que j'ai accroché mes patins. En fait, il faut savoir qu'au moment où j'ai accroché mes patins, j'avais en main une invitation pour aller dans 2 camps juniors majeurs. Donc, un premier camp à Granby à l'époque qui était l'équipe, à l'époque, c'était les Bisons encore, là, c'était avant les Prédateurs. Et puis, j'avais aussi une invitation en main pour le camp du Laser de Saint-Hyacinthe, défunt Laser de Saint-Hyacinthe. Et finalement, j'ai décidé d'accepter l'offre de mon entraîneur de ma dernière année midget qui m'avait demandé voir si c'était dans mes champs d'intérêt de me lancer dans le coaching. Fait que j'ai commencé à coacher avec lui. J'étais adjoint avec lui dans le midget 2B. Donc, c'était ma première expérience. En fait, ma première vraie expérience, c'était avec le novice A pendant ma dernière année midget, là, mais ma première vraie expérience avec le hockey de compétition, c'était avec le midget 2B cette année-là. Et puis, est-ce qu'il y avait d'autres raisons particulières qui t'ont poussé justement à refuser ces camps-là du junior majeur? Est-ce que parce que tu voyais que tu n'avais pas d'opportunité justement de continuer plus loin ou c'est parce que vraiment l'appel du coaching t'appelait beaucoup? Ouais, c'était plus ça, c'était plus que le coaching m'appelait énormément parce que avec le recul, j'ai pas fait l'analyse complète de l'alignement de l'équipe de Saint-Hyacinthe parce que
c'était pas vraiment une option qui me plaisait d'aller au camp à Saint-Hyacinthe, mais je sais que j'avais analysé celle de l'alignement de Granby, puis j'aurais eu, honnêtement, de façon très humble, j'aurais eu de très bonnes chances de faire l'équipe. Là. D'ailleurs, il y avait mon roommate, là, mon coloc de pension de Magog, pardon, qui avait fait l'équipe cette année-là à titre de deuxième joueur de centre. Et à Magog, moi, j'étais juste sous lui dans l'alignement. Donc, normalement, j'aurais dû être capable de me faufiler sur le troisième ou sur le quatrième trio à Granby. Fait que c'était vraiment que la piqûre du hockey en tant que joueur, c'était un peu... D'ailleurs, j'ai à peu près pas... Je pense que j'ai assez de doigts sur deux mains pour compter le nombre de matchs que j'ai joué depuis ce moment-là, à l'âge de 18 ans. Là. Donc, tu sais, j'ai vraiment pas beaucoup joué, là, quelques tournois d'adultes, des tournois ici et là, mais vraiment pas beaucoup de matchs. Fait que j'ai vraiment décroché complètement, puis je me suis lancé à tête première dans le coaching par la suite. Et justement, donc ça m'amène vers mon deuxième point, justement. Donc, tu es devenu entraîneur, puis encore là, pourrais-tu nous expliquer ton parcours et les raisons, justement, qui ont fait en sorte que tu as cessé cette pratique? Parce que là, tu n'es plus entraîneur. Tu as d'autres fonctions avec une équipe de hockey, mais vraiment, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du coaching? Écoute, d'abord, comme je l'ai dit tantôt, j'ai commencé avec le Midget 2B, j'étais adjoint. Tout de suite, l'année suivante, j'ai commencé à coacher à Tombe 2A. J'ai coaché à Tombe 2A une saison, Pee-Wee 2A une saison, Bantam 2A plusieurs saisons par la suite. Et après ça, j'ai commencé à travailler avec le défunt Rocket de Montréal, qui est devenu le Rocket de l'île du Prince-Édouard, qui est devenu Charlottetown par la suite. Mais et à ce moment-là, j'ai travaillé à titre de dépisteur pour eux. Ce qui m'a ouvert des portes, ce qui m'a fait rencontrer des gens là au niveau du hockey de haut niveau, si on peut dire. Et puis par la suite, là, j'ai été embauché avec les Voltigeurs de Drummondville comme entraîneur adjoint. Donc j'ai été là pendant une année. Et ce qui est assez ironique dans tout ça, c'est que le coach qui m'a engagé comme entraîneur adjoint à Drummondville, c'est le coach qui m'avait retranché comme joueur à Magog à l'époque. Donc c'était assez ironique. Puis pour avoir discuté de ça avec lui par après, il se rappelait pas de ce détail-là que c'était lui qui m'avait retranché. En tout cas, bref. Donc une saison avec les Voltigeurs à titre d'entraîneur adjoint. Et finalement, l'année suivante, j'ai été entraîneur-chef au Midget 3 à Trois-Rivières. Et puis après ça, il y a quelqu'un qui est venu vers moi pour m'offrir la possibilité de diriger le département hockey d'une équipe junior 3A. Donc, l'idée, c'était de déménager une équipe, l'équipe de Quaticook vers Granby et de prendre charge de tout le département hockey. À ce moment-là, moi, j'étais de retour dans l'entreprise familiale, ce qui faisait que j'avais un peu moins de temps. Alors, j'ai décidé d'embaucher un entraîneur-chef et de garder de garder les postes de vice-président hockey et directeur général. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Finalement, en bout de ligne, j'ai dû terminer la saison derrière le banc suite à la démission de mon entraîneur au mois de novembre. C'est moi qui ai terminé cette saison-là derrière le banc. Et après ça, l'année suivante, j'ai embauché un entraîneur-chef. Puis ça a toujours été ça par la suite. Là, j'ai retourné derrière le banc à quelques matchs durant une saison. Il y a peut-être 7-8 ans peut-être, j'ai terminé une saison derrière le banc suite à un congédiement d'entraîneur. Mais sinon, pour le reste, là, j'ai vraiment toujours été au deuxième étage à titre de directeur général et vice-président hockey. Puis par la suite, à la 10e saison de l'équipe à Granby, j'ai démissionné de mon poste de directeur général pour devenir président de l'équipe, rôle que j'occupe depuis 4 ans maintenant. Puis, est-ce que tu as un regret, justement, au cours de ton parcours comme entraîneur? Est-ce que tu aurais aimé que ça se rende plus loin, par exemple, entraîneur-chef dans le junior majeur et qui sait peut-être même au niveau professionnel? Avec le recul, à ce moment-là, c'est ce que je souhaitais vraiment. Ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que c'est énormément de sacrifices de vouloir occuper un poste d'entraîneur-chef ou de directeur général dans une ligue comme la Ligue junior majeure. Dans notre ligue, à notre niveau, au junior 3, c'est une très, très grosse business. C'est beaucoup, beaucoup d'heures. C'est une vie familiale qui est entamée solidement. C'est vraiment...
faut être capable de vivre du 80 à 100 heures par semaine pendant toute la durée de la saison régulière si on veut être capable d'accepter d'avoir un rôle au niveau du junior majeur. Donc, avec le recul, je dirais oui, j'aurais souhaité ça à ce moment-là. Pour diverses raisons, c'est pas arrivé. Mais je sais pas si j'aurais été vraiment heureux dans tout ça. Si jamais ça avait eu à se concrétiser, je sais pas si j'aurais été vraiment heureux de tout ça. Puis, parallèle à ça, durant toutes ces années, tu travailles toujours un peu dans le domaine entrepreneurial. Je te connais quand même, donc je pense que tu étais dans ce milieu-là depuis l'âge de 12 ans. C'est quoi qui te fait aimer autant, justement, l'entrepreneuriat? Ben, au départ, mon père est un homme d'affaires, fait que j'ai toujours eu un peu un contact avec l'entrepreneuriat. Dans ma jeunesse, au niveau de l'adolescence, j'ai eu à organiser des équipes de hockey, des ligues de baseball, un paquet de trucs comme ça. À l'école, c'était la même affaire. La ligue de hockey balle, le midi, c'était moi qui s'en occupais. Donc, j'étais tout le temps au devant des coups pour organiser plein d'affaires, le bal définissant, etc. Donc, j'ai toujours eu un peu cette fibre-là de vouloir organiser des trucs, de vouloir vraiment gérer un paquet d'affaires. Et puis, à un certain moment, mon père il m'a dit à moi, puis il a dit la même chose à mon frère. Il a dit, si à un certain moment, vous avez un appel qui vous vient, que vous pensez qu'il y aurait une bonne idée de business à développer, on va s'en parler parce que moi, j'aimerais ça participer avec vous autres là-dedans. Fait que ça a été ça ça a été, j'avais peut-être 15 ou 16 ans, peut-être, quand ça a été mentionné à un certain souper à un moment donné. Puis là, à partir de ce moment-là, ça me trottait dans la tête. Puis à un moment donné, j'ai décidé de lancer un bar, un bar pour jeunes, pour jeunes adolescents. Donc, ce qu'on appelait typiquement un 14-18 à l'époque. Maintenant, ça n'existe plus, là. C'est juste je sais pas trop que ce type d'établissement-là, s'il y a un nom défini pour ça, mais en tout cas, dans le temps, c'était un 14-18, c'était vraiment comme un club, mais pour les jeunes de 14 à 18 ans, qui était ouvert de 7 heures le soir à 1 heure du matin. Évidemment qu'il y avait des jeunes que des jeunes de 14 à 18 ans qui avaient le droit d'entrer à l'intérieur. Pas de boisson, évidemment. Donc, mais c'était vraiment un établissement qui était vraiment intéressant. On a roulé ça pendant un peu plus d'un an, là, presque 2 ans en fait, avant de finalement faire une transition et que ça devienne vraiment un établissement licencié avec un bar, autrement dit, avec un permis de boisson. Et on a changé le concept un peu à 2 ou 3 reprises pour finalement vendre l'établissement après 4-5 ans. Donc, ça a été un peu mon premier vrai contact avec le monde de l'entrepreneuriat, quoique il y a eu un paquet d'autres choses avant ça. Et pendant mon séjour, pendant mon expérience avec le bar, on a eu une boutique de vêtements, j'ai eu un studio de photo, j'ai eu une entreprise en courtier, j'étais courtier d'impression, j'ai eu un truc d'article promotionnel qui est devenu éventuellement production extrême là, après avoir passé dans les mains de mon frère. Fait que bref, il y a eu plein d'autres choses qui se sont greffées à ça dans lesquelles j'ai trempé, autrement dit, au fil du temps. Fait que puis voilà, aujourd'hui j'ai été impliqué dans plus d'une vingtaine d'entreprises. Là, au moment où on se parle, j'ai été impliqué dans plus d'une vingtaine d'entreprises. Puis il y en a encore 3 qui sont là, bien en santé. Puis il y en a plusieurs qui ont juste servi de tremplin puis d'expérience pour faire en sorte que les 3 autres fonctionnent bien. C'est parfait. Puis justement, à travers toutes ces années d'expérience-là, quel a été, tu dirais, ton plus gros défi que tu as eu à surmonter, justement, que ce soit avec Production Extrême ou au niveau personnel avec ton site Internet ou autre? Écoute, avec Production Extrême, pour sûr, le plus gros défi, ça a été l'arrivée du Mexique d'abord et ensuite la Chine à l'intérieur de notre domaine parce que faut comprendre, nous, au tournant des années 2000, on avait 150 employés chez Production Extrême. À l'époque, ça s'appelait Roland Michaud, mais chez Production Extrême, aujourd'hui, on avait 150 employés. Puis quand je dis Roland Michaud, c'est parce que ça a été fusionné les 2 entreprises ensemble. Mais on a passé de 150 à 15 en l'espace de
à peine 3 ans. Donc, ça a été vraiment un très, très gros défi à faire face, de se renouveler là-dedans, de démarrer un département d'articles promotionnels, de vêtements promotionnels qui était pour être viable, qui était pour faire fonctionner, qui était pour amener du pain et du beurre sur la table. Et là, aujourd'hui, on a presque triplé ce chiffre-là de 15. On est grosso modo environ entre 35 et 40 selon les époques de l'année, mais grosso modo entre 35 et 40. Et probablement que si on avait de la main-d'œuvre, parce qu'il faut comprendre que dans le domaine de la couture, là, parce qu'on a un département de confection de vêtements aussi à travers tout ça qui nous aide à créer des vêtements vraiment sur mesure pour les gens. Si on avait plus de possibilités d'avoir des couturières chez nous, probablement qu'on aurait beaucoup plus d'employés qu'on en a là, parce qu'on aurait de l'ouvrage, on aurait assez de contrats pour peut-être doubler le nombre d'employés, mais au moment où on se parle, on manque de main-d'œuvre de façon cruelle en plus. Mais bref, c'est ça. Fait que ça a été un très, 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 très gros défi. Au niveau personnel de mon entreprise personnelle, les défis sont nombreux parce que principalement le produit premier qui est là, parce qu'au départ, cette entreprise-là, le site internet, le marcobernard.ca, c'était un blog pour vraiment donner de l'information sur le marketing, sur l'entrepreneuriat, sur les ventes. C'était là vraiment uniquement par passion. Ça a été ça pendant 1 an et demi à peu près, jusqu'à temps que je me découvre une nouvelle passion pour le podcasting. Et là, il y a eu un produit qui est sorti qui s'appelle l'Académie du podcast, qui est là et qui est disponible pour les gens qui désirent se lancer dans le podcasting. Donc, le plus gros défi, c'est vraiment d'amener le maximum de personnes possible sur le site jour après jour, autant sur les podcasts que sur le site qu'à travers les différentes plateformes qu'on a. C'est ça le plus gros défi qu'on a jour après jour là, en ce qui concerne le site marcobernard.ca. Justement, tu parlais du podcast, puis ça m'amène vers mon autre question. Donc, c'est ça. Donc, tu parlais de l'Académie du podcast, qui est la première formation francophone dans le monde, en fait, sur ce milieu-là. Tu as en plus 3 podcasts, donc Promo King, qui est le podcast de production extrême, ton podcast L'Accélérateur, ainsi que le podcast de l'Académie du podcast. Est-ce que c'est, selon toi, l'avenir de la création de contenu? Est-ce que c'est vraiment le médium vers quoi les gens devraient se tourner plutôt que, par exemple, les vidéos et les articles de blog qu'on connaît beaucoup plus, surtout au Québec? C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que la vidéo, c'est le format de création de contenu de demain. Moi, je pense que la vidéo, c'est le format de création de contenu d'aujourd'hui parce que il y a encore, même à ça, tu sais, j'allais dire, il y a encore de la place pour ça, mais il reste qu'il y a énormément de vidéos qui sont téléchargées sur YouTube aujourd'hui. Il y a énormément de gens qui vont voir. C'est difficile de se faire voir sur YouTube. Beaucoup plus que ce ne l'était il y a 3-4 ans, par exemple. Alors que du côté de l'audio, du côté du podcast audio, il y a encore énormément de place pour se faire voir, pour développer justement une audience qui est captive parce que la moyenne d'attention qu'on a sur une vidéo sur YouTube, si on exclut évidemment, incluant les fameuses publicités qu'on a souvent 2 fois au début, puis quand c'est pas au milieu, 1 ou 2 fois aussi. C'est grosso modo à peu près 4-5 minutes de temps moyen. Alors que sur un podcast, on parle de autour de 30 minutes de temps moyen d'attention, ce qui est vraiment, vraiment supérieur. Fait qu'on a le temps de parler à notre audience sur un podcast. On a le temps vraiment d'établir une relation avec eux, de vraiment faire un argumentaire si on a besoin de faire un argumentaire, si on a besoin d'expliquer des choses pour éventuellement les glisser vers une page de vente ou vers des produits ou des services. On a le temps de vraiment prendre le temps d'expliquer exactement qu'est-ce qu'il y en est. Fait que c'est sûr que ça fait en sorte que, puis vu le fait qu'il y en a pas présentement de gens qui sont là, il y a à peine 12 000 podcasts francophones à travers le monde. Donc, c'est vraiment minime le nombre de podcasts qu'il y a là présentement. Là, on parle de la grosseur de la ville de Saint-Tite, plus ou moins, là, 12 000 personnes. Là, fait que c'est vraiment très, très, très petit. Donc, c'est sûr que ça va faire en sorte qu'il y a une opportunité à saisir présentement du côté du podcasting
qui est vraiment très, très, très intéressante. Et l'Académie du podcast vient en aide par rapport à ça. Il y a plusieurs options qui sont possibles, évidemment, pour créer des podcasts. On peut engager des maisons de production. Si on a des sommes d'argent importantes à investir, on peut engager des maisons de production. On peut aussi décider de développer ça nous-mêmes en cherchant à droite et à gauche des informations sur Internet. Mais on peut aussi faire appel à l'Académie du podcast qui va vraiment pas à pas nous accompagner pour être capable de nous permettre de lancer ça dans un délai très, très, très court. Si on veut le faire, c'est possible de lancer notre podcast à l'intérieur de 30 jours avec un podcast qui est vraiment solide. Donc, ça, c'est ce qu'on a la prétention de pouvoir faire avec l'Académie du podcast. Donc, je pense que définitivement, c'est un format qui gagne à être connu puis qui va gagner qui va gagner en expérience parce que les gens vont commencer à développer des instincts de justement aller écouter ça, mais aussi qui va gagner aussi le fait que les gens vont continuer à développer des nouvelles façons de faire et tout ça, ça va nous amener des podcasts qui vont être de plus en plus intéressants. Fait que c'est un média qui est... Puis on a juste à regarder, tu sais, Cube vient de lancer ça, avec Québécois vient de lancer Cube, en fait, qui vient tout juste de voir le jour. Radio-Can est déjà là. Il y a eu plein de chaînes de télé qui se sont lancées là-dedans. Il y a eu plein d'humoristes aussi qui se sont lancés à travers ça. Donc, il y a vraiment un timing incroyable pour se lancer là-dedans. Donc, je pense que définitivement, pour les 2, 3, 4 prochaines années, il y a vraiment une tendance qui va s'en aller vers ça. En effet, pour ceux qui voudraient en écouter, entre autres sur le sport, justement, RDS en a déjà plusieurs sur sa plateforme, que ce soit le football ou le hockey junior. Alors, effectivement, il y a vraiment du gros potentiel à aller chercher avec le podcasting et tous les liens que tu as mentionnés, Marco, vont se retrouver d'ailleurs dans le bas de cet article pour ceux qui seraient justement intrigués par cette Académie du podcast. Puis avant de terminer, donc, je voulais juste te poser des petites questions en rafale. Alors, 3 questions. La première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseignée? La chose la plus importante que le sport m'a enseignée, je dirais la ténacité. D'être constant, d'être acharné dans ce qu'on veut avoir dans la vie, prendre les moyens qu'il faut pour les obtenir. Ça serait ça. Parfait. Ton plus beau souvenir sportif, que ce soit comme joueur ou dans ton cas comme entraîneur aussi? Je dirais le championnat du tournoi Bantam de Granby avec mon équipe Bantam qui avait eu seulement 3 victoires dans la saison régulière en 28 matchs. Ça s'était bien passé à ce tournoi-là? On avait gagné seulement 3 victoires dans toute la saison. On avait fait une finale à notre premier tournoi dans le temps des fêtes. Puis au retour à Granby, on avait perdu notre premier match au tournoi. Donc, on était vraiment acculés au pied du mur dès le premier match. Puis finalement, on avait tout remporté nos matchs jusqu'à la finale par la suite pour battre une équipe 3A au final, l'équipe de Moncton. Donc ça a été vraiment un très, très beau souvenir. Cette équipe-là avait été une équipe qui avait progressé tout le long de la saison. Des joueurs, vraiment des vrais. On avait passé à 4 secondes de se rendre aux championnats provinciaux cette année-là. Ça avait été vraiment toute une saison. Parfait. Et ma dernière question, c'est quel serait ton meilleur conseil pour un ancien athlète ou un athlète actuel qui souhaite se lancer dans le monde entrepreneurial? De bien s'entourer. Donc, parce que on a tendance en tant qu'athlète, on a tendance à penser que si on applique si on applique les principes et les concepts qu'on nous enseigne sur la glace ou sur le terrain ou peu importe, on va être capable d'obtenir des résultats. Dans les faits, c'est vrai, sauf qu'il faut pas oublier de s'entourer de la bonne personne. C'est un peu la même chose que sur le sport, c'est-à-dire que si les personnes qui t'entourent à l'extérieur du terrain ou à l'extérieur de la glace sont pas des personnes qualifiées ou sont pas les bonnes personnes, ben il va te manquer quelque chose à la fin. Donc, c'est un peu de s'entourer des bonnes personnes. Je pense que ça, c'est définitivement un conseil qui va être gagnant pour l'athlète qui veut se lancer en affaires. C'est parfait. Bon, mais merci beaucoup encore une fois, Marco, pour ton temps. C'est vraiment très apprécié et je pense que les gens qui vont nous écouter aussi vont avoir beaucoup à apprendre de cet entretien. Ben, merci Amélie, puis bonne chance pour ton podcast. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois à Marco pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce premier épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. N'hésitez pas à consulter mon site internet ameliedelobel.com pour écouter tous mes épisodes de podcast et lire mes plus récents articles de blog. Merci beaucoup également à vous pour votre confiance et à très bientôt.